Quand Vincent m'a proposé de venir ici, j'étais un petit peu gêné parce que j'avais beaucoup d'envie de venir, mais je n'ai pas de contexte hellénistique avec ma période très beau. Donc j'ai pensé de vous parler de deux contextes de l'époque républicaine tardive, plus ou moins c'est déjà hellénistique. En Italie, on distingue entre le monde hellénistique et le monde républicain, mais bon, ça allait. Donc j'avais quand même deux contextes, mais l'un de Pompéi, que tout le monde sait où c'est, mais probablement je suis le seul à savoir où se trouve Montepallano. Et par hasard, je me trouvais à travailler sur les deux en même temps. Et il m'est venu spontanément faire des comparaisons. Il s'agit de Pompéi, donc une ville avec port et contexte urbain. Et Montepallano, il s'agit d'un sanctuaire dans un habitat d'auteur. Pas loin de l'Adriatique, mais quand même à 550-600 mètres de hauteur, donc pas du tout un endroit portuaire. Donc il y a un intérêt à comparer deux choses différentes, mais de la même époque. Il s'agit dans les deux cas de fouilles faites de la manière typique d'il y a à peu près 15 ans. Les fouilles étaient stratigraphiques, mais on a ramassé les dessins que l'on voyait sans tamisage. Donc, mais en tout cas, on a fait la même chose sur les deux sites. Et le matériel est très fragmenté dans les deux cas, normalement procédant de remblai. Dans les deux cas aussi, l'incidence de résiduel est importante, ce que m'a conseillé de considérer les assemblages globalement et pas couches, mais globalement comme exemplaire de la céramique courante pendant la période entre la deuxième moitié du deuxième siècle avant notre ère et la première moitié du premier après. Donc, j'ai déjà dit que ce n'était pas des contextes idéaux, mais de l'autre côté, les publications sur les céramiques de Pompéi et encore davantage de Brousse. De Brousse, il n'y a pratiquement rien. Et à Pompéi, normalement, on n'a que publication de pièces sélectionnées. Donc, il me semblait alors valoir la peine de m'y dédier en faisant de la quantification et statistique. Et c'est surtout ça que je veux vous présenter. Et d'une certaine manière, il me semble que avec beaucoup de choses en commun, mais la différence géographique, ça peut être intéressant et me permettre d'en tirer des conclusions aussi historiques. Alors, j'explique un petit peu aussi comme j'ai travaillé. Je me base sur la classification et, comme j'ai dit, la quantification des contextes, y compris les pattes. Pour la quantification, j'ai utilisé le comptage des fragments. C'est la méthode la plus fréquemment employée en Italie. Et j'ai aussi pris le poids qui est prévu maintenant par les fiches de l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione,
on n'a pas encore beaucoup de publications, mais ça doit venir. J'ai aussi noté j'ai calculé le numéro maximum d'individus, c'est-à-dire une correction du comptage des fragments en tenant compte les fragments d'un même vase. J'ai aussi noté le pourcentage conservé des bords qui me permettrait de calculer les Estimated Vessel Equivalents de tradition britannique, mais il me semblait inutile parce que pratiquement jamais, ou je crois dans le cas de Montepallano, littéralement jamais, je n'avais plus que 100% de bord, donc ça m'aurait signifié chaque fois un. Alors, en tout cas, j'ai tous les éléments, je crois, pour le faire et j'aimerais bien l'essayer, mais comme certains d'entre vous le savez, en Italie, on ne l'utilise pas. Certains ne savent même pas que ça existe, alors c'est pas utile pour les comparaisons avec des autres assemblages, d'autres sites en Italie. Mais peut-être on commencera à l'utiliser. Alors, j'ai commencé par la composition, à regarder la composition par groupe fonctionnel. Et c'est un vieux cheval de bataille à moi. Vous voyez que j'ai publié déjà en 2005 un article dans lequel je crois devoir montrer assez bien que la composition peut être variée sensiblement d'un site à l'autre. Ici, vous avez des sites le long du Tibre, de Ostie, le port de Rome, à l'embouchure du Tibre, un contexte d'un assemblage de Rome même, un assemblage de Lugnano in Teverina, qui est à peu près 100 kilomètres amont de Rome, sur une partie encore navigable du Tibre, et finalement Chianciano qui est un affluent non navigable du Tibre. Donc vous voyez que c'est notamment avec les amphores qu'on note le changement. Alors ça, vous voyez qu'il y a entre Ostie et Rome, entre 2/3, 3/4 de l'assemblage consiste en amphore. Et alors, j'ai dit qu'on va du port, de la capitale, à une villa au nord de Rome, et à un sanctuaire. Chianciano est un sanctuaire sur un affluent non navigable du Tibre. Donc, je crois qu'il s'agit simplement de 4 sites. J'aimerais bien que quelqu'un fasse encore des autres exemples à voir, mais je crois qu'ici, avec les 4 sites, on sait très bien combien ils étaient intégrés ou pas intégrés dans les réseaux de commerce de l'époque, qu'on peut voir les différences considérables avec les amphores. Donc, je propose que ça peut donner un ustensile utile pour quelqu'un qui se demande, moi avec 75%, est-ce que oui,
La réponse est oui, on est très bien intégré dans les contextes, dans les réseaux de l'époque. Mais il faut regarder quelle époque. Peut-être j'ai pas dit, je crois devoir oublier de dire, et c'est pas écrit ici, qu'il s'agit de 4 remblais du 5e siècle après. Donc ça semble être normal pour l'époque impériale, pour ce que j'ai pu voir ailleurs, mais ici, d'un ouvrage beaucoup plus récent qui regarde plutôt l'hostie entre le premier avant et le premier après. Alors hostie doit aussi à cette époque-là être bien intégré, mais vous voyez que les amphores, les conteneurs de transport partent de niveau très bas pour monter jusqu'à presque la moitié. Donc évidemment, à cette époque-là, si on faisait la comparaison avec le 5e siècle, on dirait, bon, il y a peu d'intégration, peu d'ouverture vers le commerce, mais c'est pas possible avec Ostie. Ça doit être plutôt le contraire, que les niveaux de circulation étaient plus bas à cette époque, si Ostie n'a que ça. Alors, et bon, on voit que plus ou moins ça monte. Et aussi, pour ce que j'ai pu voir ailleurs, ça semble être le cas aussi ailleurs. Donc, je crois, bon, c'est facile de penser à la Pax Romana, que les guerres civiles sont terminées, c'est plus facile, c'est moins dangereux de naviguer, et alors on a plus de circulation, et donc ça, on trouve plus d'amphores dans ces cas-là. Donc ça c'était mon expérience avant de commencer avec ça, avec Montepallano et Pompéi. Je parlerai surtout de Montepallano, c'est les fouilles d'un projet anglo-américain, Sangro Valley Project, la vallée du Sangro, et à Pompéi, c'est le Pompey Forum Project. Donc, c'est ici, on voit PFP et SVP, c'est Pompey Forum Project, Sangro Valley Project. Donc, vous voyez que j'ai calculé ici que de la même manière, céramique fine, c'est-à-dire sigillé et vernis noir, lampe, c'est clair qu'est-ce que c'est, céramique commune, et ici j'ai compris les peu de vases à parois fines parce qu'il y avait surtout des vases à boire en céramique commune, et bon, j'ai dit, je me suis toujours demandé, mais est-ce qu'il faut mettre ici ou là? Et finalement, j'ai mis là. Céramique de cuisine et conteneur de transport, c'est-à-dire amphores, les vases à une anse, etc. Et dans le cas de Sangro Valley Project, il y a aussi autre, c'est-à-dire un peu d'impasto résiduel et de soutien pour un four de poterie. Donc vous voyez que les amphores sont très, notamment les amphores sont très différents entre les deux sites, plus que 20%
à Pompéi et moins que 2% à Montepallano. Si vous vous rappelez ici, alors Pompéi se place assez bien en ligne avec ce qu'on voit ici, tandis que le taux de Montepallano, c'est le plus bas que je connais. Jamais vu quelque chose de si bas que ça. Alors, je commence à penser que mon assemblage de Pompéi indique une bonne ouverture vers le commerce et que de l'époque, et c'est plus ou moins ce qu'on attendrait, mais Montepallano apparaît au contraire très peu touché par le commerce. Je vais nuancer ça un petit peu ensuite, mais peut-être on peut considérer en considération d'autres groupes fonctionnels, on peut changer un petit peu, nuancer un peu. Mais en tout cas, il ne me semble pas beaucoup intégré, même si on peut dire que c'est pas si catastrophique que ça. Mais donc je vais voir l'origine des amphores, toujours PFP et SVP, et on voit que l'assemblage du Pompey Forum Project a plus que 75% italique. Pour la plupart, il s'agit d'amphores de la même région vésuvienne, mais aussi une bonne quantité du reste de l'Italie centrale, quelques exemplaires de la Calabre et aussi de l'Émilie. La seule origine hors d'Italie d'une certaine importance, c'est l'Afrique, 13,32%. La péninsule ibérique et le Gaule méridionale sont beaucoup moins représentés et à part ça, on n'a que quelques fragments rhodiens ou crétois ou de provenance incertaine. Dans l'autre, il faut se rappeler qu'il s'agit d'un pourcentage très bas sur l'assemblage total, mais quand même, on voit qu'on a à peu près au même taux, à la même valeur, la région même adriatique où se trouve Montepallano et le côté tyrrhénien de la péninsule et aussi certain nombre d'amphores africaines. Alors on voit dans les deux cas que l'approvisionnement est surtout italique, mais que les deux assemblages acceptent des importations, surtout de l'Afrique. Il me semble, surtout dans le cas de Pompéi, un cadre vraisemblable pour un site en train de s'ouvrir au commerce, comme on a pensé dans le cas de Pompéi, peut-être aussi avec Montepallano. En passant aux céramiques fines, on voit qu'elles sont fréquentes dans les deux cas. Dans les deux cas, c'est plus de ce qu'on voit normalement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, par exemple,
Et ici, on parle de beaucoup moins de céramique fine et aussi, ici, dans certains cas, ici. Alors, il y a beaucoup en pourcentage, il y a beaucoup de céramique fine et donc il faut pourtant regarder d'où la composition des céramiques fines. Dans l'assemblage du Pompeii Forum Project, alors c'est presque la moitié consiste en campanienne A, vernis noir, campanienne A. Il y a aussi la céramique à vernis noir du nord de la Campanie, ce que selon Morel serait béoïde. Alors ensemble, on a à peu près 3/4 qui viennent des grands centres de production de la même région. Il y a aussi une production locale avec une pâte vésuvienne. Alors, on a à cette époque-là surtout l'approvisionnement comme j'ai dit, des grands centres, mais une certaine production locale, régionale. La même chose se produit à Pompéi avec l'arrivée des sigillés. Il n'y a que peu de sigillés, mais à peu près un tiers des sigillés italiques sont de production locale. Il y a aussi la dite Campanian Orangeware qui est une céramique de la région vésuvienne qui imite ou qui dérive de la sigillet italique. Donc, aussi bien pendant la période de la céramique à vernis noir qu'avec les sigillets, Pompéi semble s'approvisionner de grands centres de production standardisés avec une certaine apportation locale. Si on regarde de l'autre côté, le Sangro Valley Project, on voit totalement différent. Presque 3/4 bleu et de production locale, régionale, et très peu viennent de vernis noir, viennent d'ailleurs. Le plus important, c'est la Campanie du Nord, mais c'est assez peu, 10%. Ça change radicalement avec les sigillets. On n'a que d'importation. Alors on change totalement. Production locale, régionale, importation. Dans ce cas-là. Donc il y a quelque chose qui arrive qui est différent de ce qu'on voit à Pompéi. C'est-à-dire que à Montepalano, on reste jusqu'à la fin de la production et de la diffusion de la céramique à vernis noir. On reste avec un schéma qui remonte à la période avant les guerres puniques de beaucoup de petits centres de production qui servent les alentours sans prétention d'universalité qu'on voit dans les grands centres comme le Campanian A, le Béoïde ou Campanian C, etc. Maintenant, je passe aux lampes. Les lampes sont toujours, ils font toujours très peu de pourcentage des assemblages total, global, mais notamment parce que je travaille
pas seulement ce Montepallano et Pompey Forum Project en même temps, mais aussi sur un autre contexte proche de Pompéi, la Villa A d'Oplontis, qui est la dite ville de Popée. Alors, j'ai vu qu'il y a des attestations très différentes entre les trois sites. Et avec pas avec Montepallano, avec Oplontis, j'avais trois horizons utiles, 2, 3 et 4, qui datent précisément horizon 2 avec le terminus postquem entre 40 avant et l'époque augustienne, 3 après 25 après Jésus-Christ et 4 après 50 après Jésus-Christ. Mais vous voyez que dans les trois cas, ici, les lampes sont au-dessus de 2,5, même 3%, tandis qu'au PFP, on arrive à peu près à 0,4%, un peu moins que moitié d'1%, tandis que Montepallano, on n'arrive qu'à 0,18, ça, c'est ça. Donc je me suis demandé, et je viens de publier un article sur ça. Après, je vous donne la bibliographie, c'est disponible en ligne gratuitement. Alors, j'ai commencé à penser, mais d'abord, qu'est-ce qu'on doit attendre? Et ici, vous voyez une série d'autres sites que j'ai trouvés à Pompéi, Rome et Ostie. Entre autres le travail de Lucie et cette fenêtre. Donc vous voyez que normalement on arrive au moins à 0,5 jusqu'à 1,5, même à quelque chose en plus à Rome et Ostie. Donc je considère que Pompéi, le PFP est un peu bas, mais encore dans la normalité. On a d'autres plus ou moins pareils. Oplontis, les trois horizons se trouvent parmi les plus hautes, plus haut pourcentage, et Montepallano anormalement bas. Donc j'ai commencé à penser, alors, on laisse à côté PFP qui semble plus ou moins normal, mais comment explique-t-on les deux autres? Dans le cas d'Oplontis, comme j'ai dit, on pense que la Villa A appartient à la femme de Néron. Il y a une amphore avec Titulus Pictus Secundo Popeye, c'est-à-dire l'amphore était envoyée à l'esclave Secundus qui appartenait à Popeye. Bon, la plus fameuse Popeye, c'est la femme de Néron. Selon moi, il n'y a pas de garantie que ce n'était pas sa sœur, sa tante, sa cousine ou quoi, mais là-bas, à Torre Annunziata, ils sont, et aussi parmi les archéologues qui travaillent là, bon, c'est la villa de la femme de Néron. En tout cas, il s'agit d'une villa extrêmement riche. C'est clair que les propriétaires de cette villa, soit la femme de Néron, soit qui était, pouvaient se permettre tant d'éclairage qu'il ou elle voulait.
Et donc, il y a aussi j'explique dans l'article qu'il y a aussi des autres indices, par exemple des lampes très très grands avec plusieurs becs, etc. Donc, ça implique un certain intérêt dans ce secteur. Dans le cas de Montepallano, il faut se rappeler qu'en Italie, hors des régions helléniques, les lampes on ne les utilisait pas qu'à partir à peu près du IIIe siècle avant notre ère. C'était des siècles plus tard que dans le monde grec. Et bon, Carlo Pavolini, qui a écrit ce quoi, il estime que c'était peut-être que les Romains, les non-grecs d'Italie, d'un part, ils voulaient utiliser l'huile pour la nourriture ou pour les toilettes avant de le brûler pour l'éclairage, et que peut-être aussi de l'autre côté, on avait assez de produits de forêt pour faire l'éclairage sans utiliser l'huile. Donc, à partir de cette époque-là, petit à petit, l'Italie centrale commence à utiliser les lampes, mais j'ai vu que à Montepallano, les lampes qu'on a sont de typologie. Pour les typologies, elles suivent les courants typiques de l'Italie centrale tyrénienne, à Rome et les alentours, mais les pâtes sont surtout locales. Donc ça signifie qu'on avait des producteurs de lampes dans la région. J'ai considéré aussi que les habitants de Montepallano, évidemment, pouvaient s'approvisionner de beaucoup de céramique fine. Ça intéresserait. Ils ont procuré beaucoup de céramique fine. Donc, je crois probablement, s'ils voulaient le faire avec les lampes, ils auraient pu le faire, mais qu'ils ne voulaient pas. Peut-être parce qu'ils avaient encore assez de produits des forêts pour faire l'éclairage, peut-être simplement des goûts conservateurs. Il faut décider, mais quand même, je crois qu'il y a peut-être un mélange des deux choses. Alors, ah oui, j'ai déjà montré ça, je suis heureux. Voilà. Alors, maintenant, j'aimerais bien parler des céramiques communes et de cuisine. Dans mon expérience, il y a assez de variations entre les deux, sans qu'il me semble d'avoir une explication, mais pris ensemble, ils sont normalement à peu près ce taux-là. Donc, j'aurais peu à dire sur les céramiques communes. Elles sont presque exclusivement locales, quelque chose comme 99% et davantage, local, régional. C'est le cas aussi bien à Pompéi qu'à Montepallano. Je note seulement qu'il y a quand même des importations, aussi bien à Pompéi que, c'est plus surprenant, à Montepallano. Il y a quelques fragments surtout de vases à boire, c'est-à-dire parois fines,
produit en Étrurie et en Italie du Nord, à Montepallano, mais c'est vraiment, je ne sais pas si plus, je n'ai pas noté ici, mais c'est peut-être une dizaine de fragments, quelque chose comme ça. Mais quand même, ils ont importé quelque chose. Et pour ce qui concerne les origines des céramiques de cuisine, les deux assemblages, je ne sais pas si voilà. Les deux assemblages sont... J'ai pas fait un diagramme pour les origines parce que à Pompéi aussi, à Pompéi, plus que 93% est de production vésuvienne, donc ça n'aurait pas donné une torte très intéressante, donc je ne l'ai pas fait. Mais et à Montepallano, la production locale est plus au-dessus de 99%. À Montepallano, les exceptions sont 3 fragments à vernis rouge interne, dit pompéien, produits probablement pas très loin, mais pas dans les mêmes ateliers du reste de la céramique de cuisine. Et il y a aussi 3 fragments africains. Donc, c'est à peu près la même chose. Il y a un petit peu davantage d'importation à Pompéi, mais pas beaucoup. Comme j'ai dit, 93% est de production vésuvienne, le reste, sauf aussi, je crois, un fragment africain, le reste vient d'Italie. Mais si on regarde, et si on peut le faire, si on regarde les formes, on a des différences importantes, très importantes entre les deux assemblages. Vous voyez avec les pots qu'au PFP, on n'a que 15,53% sont des pots à cuire, tandis que 2 tiers de l'assemblage à Montepallano consiste en pots à cuire. À Pompéi, les plats à cuire arrivent à presque la moitié, tandis que à Montepallano, ils sont très minoritaires. Dans les 2 sites, on n'a que peu de marmites. Bon, les couvercles, ça ne suffit pas beaucoup, je crois, parce qu'on peut les utiliser avec beaucoup d'autres formes. Et je note finalement que ce que j'appelais ici les cloches à cuire, bon, j'ai choisi de dire comme ça plutôt que clibanus parce que au moins dans le monde anglo-saxon, on est en train de voir un débat si l'objet archéologique correspond vraiment à ce qu'on appelle clibanus dans les textes. Et je viens de lire une dissertation qui a tout un chapitre sur ça. Donc, en anglais, on commence à préférer dire baking covers, et j'espère que cloche à cuire que j'ai inventé signifie quelque chose de pareil en français. Alors, en tout cas, il faut noter que si on veut les appeler clibani, on les a, c'est un noyau de cette forme-là à Montepallano, mais aucun exemplaire à Pompéi. Donc, on a parlé déjà pendant ce rencontre de la cuisine, les théories de Michel Batz et la petite cuisine et le changement vers
vers la cuisine décrite par Apicius, etc. Donc je ne fais pas beaucoup à parler de ça, mais je vous rappelle que les pots à cuire à fond plat sont typiques selon cette hypothèse de la petite cuisine romano-italique, et donc Montepallano s'insère clairement dans cette tendance. À Pompéi, c'est pas si clair que ça, parce que les marmites devraient aussi être importantes, mais en tout cas, et déjà ici, et malgré le numéro de formes résiduelles, on a déjà beaucoup plus de plats à cuire que pots à cuire. Et bon, et une certaine hausse mais pas significatif de marmites. Donc j'aimerais bien dire ici, j'aimerais bien voir que Pompéi est au moins en train de passer de la petite cuisine à la haute cuisine apicienne. Ah oui, je dois dire encore quelques mots sur les clibani ou les cloches à cuire, si on veut. On a déjà parlé du fait qu'on distingue deux fonctions surtout pour ça. Disons dans les ambiants ruraux, les clibani, on pense, sert surtout à cuire des galets, le pain, des choses comme ça, et que les clibani ou cloches ou quoi survivent à l'époque impériale comme partie des batteries de vaisselle à cuire compliquées disons de la haute cuisine. Donc, tandis que pour faire le pain, selon cette théorie, en campagne, dans des situations rurales, qui peut être aussi le cas de Montepallano, on utiliserait les clibani. Et tandis qu'en ville, on aurait tendance plutôt à acheter le pain chez le four. Et donc, ça peut être l'explication pourquoi on trouve à Montepallano un certain numéro d'objets de cette forme-là, mais rien à Pompéi. Donc, je vais vers des conclusions en regardant PFP et SVP. On voit un pourcentage qui indique une certaine ouverture vers le commerce, en ligne avec une tendance à la croissance qu'on voit aussi à Ostie, comme j'ai dit. Et j'ai dit qu'à Montepallano, dans le Sangro Valley Project, c'est le pourcentage le plus bas que j'ai jamais vu. Donc, je me suis demandé si des produits arrivent quand même peut-être décantés dans des autres conteneurs. Et surtout, je demande ça surtout parce que, par exemple, on a, comme on voit en bas, aussi bien Pompéi que au Sangro Valley Project, on voit des hauts pourcentages de céramique fine. Donc, ils pouvaient faire arriver quelque chose. Peut-être ils ont décanté les produits. Finalement, ce n'est pas l'amphore de vin ou d'huile qui intéresse, c'est le vin ou l'huile. Peut-être ils ont décanté à la côte et fait monter quand même quelque chose jusqu'à Montepallano.
je laisse ça comme possibilité. Avec les lampes, j'ai déjà parlé, le PFP en ligne avec autres centres, tandis que Sangro Valley Project indique vraiment très très peu d'intérêt pour ça. Le céramique commune, approvisionnement presque exclusivement local ou régional dans les deux cas. Et je viens de parler des céramiques de cuisine avec les plats cuir à Pompéi, selon moi, qui indique le passage à une nouvelle cuisine, et avec la prédominance des pots à cuir typiques de la petite cuisine républicaine à Montepalano. Donc, j'espère devoir montrer que même avec des assemblages plutôt dégueulasses, j'ai dit c'est vraiment souvent des fragments pas plus grands que ça, mais que si on y travaille, si on y pense, on peut arriver quand même à en tirer des conclusions intéressantes. Ici, pour ceux qui sont intéressés, j'ai donné la bibliographie, sauf le dernier qui est arrivé il y a quelques semaines. J'ai mis tout sur academia.edu, sauf l'article sur les lampes qui sort sur une revue Internet avec accès libre quand même, donc c'est pas utile de le mettre sur Academia. Donc si quelqu'un est intéressé, on peut les décharger aussi. Donc, merci.